parle pas encore français. Bon, je suis très content d'être là. Moi, je suis Benjamin Carton. Je suis membre du CERFIP comme mes deux collègues de droite et quelques-uns de la salle aussi. Je suis intervenant, psychosociologue. Et j'ai reçu la demande il y a quelques temps de Jamal et Sophie d'être le discutant de cette séance. Bon, et c'est dans le cadre, bien sûr, des conférences du CERFIP. C'est la première conférence du CERFIP depuis un moment. Il y en a d'autres qui sont donc programmées et envoyées en général avec les mails d'information et qui sont visibles sur le site également. La prochaine est en pas longtemps, mi-mai, je crois. Le 15 avril. 15 avril, ah oui, dans moins longtemps que ça encore. Ouais. Que dire? Mon rôle là, ça va être d'introduire d'abord les auteurs, de dire quelque chose de leur ouvrage et puis ensuite de leur passer la parole pour qu'ils en parlent de nous. La particularité de cette séance-là, c'est qu'on a aussi avec nous des personnes qui ont participé directement avec eux à l'élaboration de cet ouvrage, en tout cas à leur travail de recherche-action, qui a conduit ensuite j'allais dire à l'accouchement, mais c'est tant pis, voilà, à la production, à la réalisation de cet ouvrage. Bon, alors Jamal Lamrani et Sophie Maisondieu sont tous deux intervenants, consultants, psychosociologues depuis maintes années, depuis 30 ans. Ils ont la particularité d'avoir un ancrage en lien avec la psychosocio, en lien avec des pratiques périphériques aussi autour de la psychosocio, dans les modes d'interaction, dans les modes de jeu, dans la mobilisation du clown, pour ce que j'en sais aussi. Et la particularité d'intervenir, et depuis longtemps, dans des organisations diverses, variées, et avec un ancrage qui n'est pas celui de pas mal de psychosociologues, c'est-à-dire dans l'entreprise privée capitaliste aussi, et pas que, comme beaucoup, dont j'en suis, dans des lieux centrés sur le social, le médico-social, la solidarité, le secteur public, les collectivités. Donc, il y a un apport en plus, un éclairage complémentaire d'autres sur cet enjeu des organisations au sens large, y compris actuelles, complexes, matricielles, multiples, qui se sont posées tôt cette question-là aussi, de la transformation digitale. On est là pour parler donc de ce que je n'ai pas cité. Donc, l'ouvrage s'appelle « Accompagner la transformation digitale ». Perspective psychosociologique, c'est le sous-titre qui est important. Parce que sinon, on pourrait croire que ce serait perspective managériale ou perspective numérico-opératoire. Donc, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Voilà, c'est là-dessus en rencontrant et en lisant l'ouvrage, moi, j'avais quelques éléments à dire introductifs. J'essaie de les faire rapidement, de donner un panorama rapide sur le séquençage des chapitres et de leur passer la parole. Je vais même me mettre derrière pour... D'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un point de vue sur le digital. Voilà, c'est accompagner la transformation digitale. Les mots sont importants. Digital, on aurait pu dire numérique, et justement, il y a un effort qui est fait à distinguer et à prendre ce que ça veut dire digital. Quand j'ai eu cette invitation dans transformation digitale, j'ai immédiatement pensé d'abord à la distance, à la vidéo et tout ça. Là, d'emblée, l'optique est celle d'être dans un ensemble bien plus large, qui renvoie pas seulement du coup au récent de notre expérience, mais qui a commencé pour vous bien avant dans les préoccupations que vous pouvez avoir et que vous partagez, dans les questionnements et les demandes que vous avez reçues et que vous avez mis à profit pour le produire, et dans les questionnements à propos de la place d'intervenant par rapport à ces questions-là. Donc, le digital, il est défini là comme étant tous les aspects de la transformation, le numérique, les plateformes de partage, les réseaux sociaux, le travail à distance, les plateformes collaboratives de partage de documents, les supports. C'est un aspect vaste que Jamal et Sophie s'efforcent de clarifier. Et donc là, il y a un vrai choix qui est, du point de vue psychosocial, de ne pas ignorer ou de ne pas laisser passer ou de ne pas présupposer qu'il y aurait une position idéologique d'un camp ou d'un autre à avoir d'emblée, mais d'observer, d'expérimenter, d'accompagner dans un sens élargi, au sens, pas seulement sur le comment on fait pour accompagner la transition digitale, mais qu'est-ce que ça fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça produit. Voilà, en tant que, j'ai retenu deux citations, en tant que psychosociologue, nous y sommes confrontés en tant qu'intervenants, ne serait-ce que par les demandes reçues. Et l'idée, c'est de ne pas passer à côté de ces transformations au risque de les subir dans ce cas. Donc, les mobiles que exposés sont là-dessus, sont sur rendre intelligible la transformation, l'expliciter, dire de quoi ça parle, d'où ça part. Il y a une perspective historique qui est soulignée à plusieurs endroits aussi. De la question qui est quand même l'idéologie
là pour le coup, au sens du discours, du sens des mots, de la mythologie, du partage, de la collaboration, de l'horizontalité, et donc d'une forme de portée, d'une portée critique du discours à avoir sur une distance ou une corrélation, je ne sais pas, voici maintenant j'en sais un peu quelque chose, entre le réel de ce qu'on appelle coopération, par exemple, et l'idéologique de « Ah, il faut mettre en place Yammer dans votre entreprise pour enfin coopérer, puisqu'avant, vous ne coopériez pas. » Donc, c'est d'aller creuser ces questions. Troisième mobile, pour moi, c'était les mobiles. Donc, rendre intelligible la transformation, aller aborder une dimension critique du regard sur la culture des organisations, du regard sur le discours et la mythologie que ça produit. Troisième point, de regarder ce que ça fait sur les enjeux et les postures d'accompagnement. Qu'est-ce qu'il y a à dire de comment on, dans les accompagnants, s'en saisissent dans une perspective psychosociale? Bon, pour ce faire, Sophie et Jamal nous racontent ce qu'ils ont fait depuis, en particulier 2015 à propos des demandes reçues diverses, et puis 2018-2019 d'un groupe de recherche-action qui s'est mobilisé à leur initiative en sollicitant, en proposant un dispositif de partage, un groupe de veille, un lieu d'élaboration collectif adressé à quelques personnes qui étaient, eux, dans des postures, des positionnements particuliers au sein de leurs organisations spécifiques chacun. Donc, des gens de métiers et de structures différentes, rassemblés pour se parler à l'occasion de quelques journées de rencontres autour de ces questions. Et puis, à partir de leur vécu, donc de partir de leur position d'explorateurs, des sujets en émergence, des gens qui s'auto-saisissent par envie, ou des gens qui ont une commande de la direction pour dire tiens, là, il faut telle plateforme numérique, est-ce que c'est Microsoft, est-ce que c'est autre chose? Donc, ces questions-là. Et donc c'est une expérience de recherche-action qui est là déposée, qui est racontée, et c'est à la fois l'expérience de recherche-action, dont nous parlera particulièrement Sophie, et la réflexion que vous en tirez. C'est les deux à la fois, enchâssés. Donc, il y a un travail de recherche-action à part entière, pardon, je le répète beaucoup, du côté de la mobilisation du groupe et de l'élaboration du groupe, articulé avec un travail d'entretien, de complément d'entretien, puis de réélargissement du groupe, parce que figurez-vous qu'il y a eu, entre-temps, une petite parenthèse Covid et autres, qui a eu plein d'impact sur ces questions-là. Donc, il y a eu un réélargissement de l'entretien et de l'approche avec ça. Bon, et le manuel, moi, ce qui me tient à cœur le plus, sans doute, là-dedans, c'est comment il est didactique, ce manuel. Je ne sais pas si le mot didactique est correct. En tout cas, facile d'accès, lisible, clair, et rendre la lisibilité sur un double plan, sur le plan des techniques, sur le plan des outils, sur le plan de l'histoire de la technique, sur le plan des mécanismes et des logiques institutionnelles autour de ça, et sur le plan psychosociologique. C'est-à-dire qu'il y a une articulation qui fait qu'effectivement, il y a une adresse qui porte vers les psychosociologues qui souhaiteraient mieux lire, mieux comprendre, sortir peut-être d'une ignorance précisément de cette technique-là jusque-là. Donc, il y a la possibilité de rentrer par là. Et il y a aussi la porte ouverte, ça donne aussi une porte ouverte aux acteurs en situation de se saisir là, pour le coup, pour eux, de qu'est-ce que ça raconte, en fait, une posture psychosociologique. Qu'est-ce que ça pose comme question? Comment ça vient aborder ces sujets-là? Donc, il y a cette double entrée qui est une double adresse à un double public. En fait. Voilà. Et puis, il y a ce lien évident avec le Covid et ses répercussions que j'ai évoquées. Voilà. Si autre point qui me tient à cœur, que je trouve un challenge relevé là, c'est l'ambition portée par ce projet-là de produire une approche généraliste sur la transformation et sur les organisations. C'est-à-dire qu'en bon psychosociologue, habituellement, on s'en sort mal si on n'a pas de clinique, si on n'a pas de microscopie pour aller chercher la question du travail, la question Et là, il y a l'intention de partir de là pour élargir le propos à chaque fois et pour poser une lecture suffisamment, je ne sais pas, mais en tout cas généralisante, qui a des effets de généralisation, de gommer les nuances, mais en même temps de produire de la structure et de produire de la visibilité, de la lisibilité. C'est ça ce que j'en tire. J'ai des questionnements ou j'ai peut-être des compléments, mais je vais les laisser de côté parce que c'est les vôtres qui m'importent. Et voilà, je vous dis la structuration générale de l'ouvrage et je passe la parole à Sophie. Oui, j'ai dit un peu ou... Oui, vas-y. Ouais, je raconte l'enchâssement des chapitres.
Bon, il y a un premier chapitre sur le choix de la recherche-action. Donc, ça raconte le processus, la structuration du groupe de travail, les séquençages de groupe et puis l'hétérogénéité du groupe aussi. Un deuxième chapitre qui aborde l'organisation. Et là, il y a une identification des auteurs de comment s'y prennent les organisations pour s'en saisir de cette transition digitale, transformation digitale. Comment on peut voir, c'est une construction d'une typologie. Là, il y a une tentative d'avoir une typologie, de dire il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Il y a trois grands modèles que distingue Sophie, qu'on verra s'il y a le détaillé, mais je ne vais pas trop en dire. Mais l'idée, c'est d'apporter une clarté sur il y a différentes manières de s'en saisir, par le haut, par le bas, par le milieu, et il y a des stratégies explicites ou pas qui ont des effets sur comment les acteurs se saisissent ou pas. Et donc, il y a une articulation entre, c'est pas seulement la technique, c'est comment la technique est saisie, mobilisée politiquement, culturellement, dans l'organisation. Et donc, le chapitre 3 aborde la transformation digitale, la culture elle-même, les enjeux de la culture. Comment se joue vous savez, il y a des retours sur l'histoire de la fondation du web et de la contre-culture. C'est-à-dire que ça émerge dans les organisations parce que ça a émergé dans la société déjà. Et donc, comment, par exemple, les mots arrivent là sur la coopération, le collaboratif, la globalisation, comment du coup dans des organisations tayloriennes, ça ne va pas du tout s'attraper de la même manière que dans des organisations plus locales ou culturellement autres. Il y a de l'imaginaire là qui arrive à propos d'une parité, d'une horizontalité, et donc il y a une approche discutée, mise en discussion de ces questions-là. Avec la question de l'idéal, comment la technique est saisie de manière idéale pour apporter de la fluidité à certains endroits ou pour apporter de la réduction de coûts à d'autres endroits. Dans un chapitre 4, on aborde la transformation digitale et les impacts sur le travail et sur les métiers. Donc là, c'est plutôt une approche critique du regard de qu'est-ce que ça fait sur les métiers, qu'est-ce que ça fait sur les relations, qu'est-ce que ça fait, comment ça vient peser sur les collectifs. Et là, il y a l'écho des demandes reçues depuis longtemps pour sur des demandes dès 2015, 2016, 2017 à propos qui parlent de surcharge, de sentiment de ne pas arriver à se déconnecter, de sentiment de saturation, y compris de sa boîte mail, et du coup des effets sur le travail, y compris de l'automatisation et de la disqualification de certains métiers et de la dénaturation du rapport humain direct, que ce soit la relation client ou la relation entre collègues, de la mise à distance, et toute une élaboration là sur l'impact jusqu'à la violence ou la souffrance que ça crée aussi dans le propos. Voilà. Le chapitre 5 aborde là pour le coup la spécificité des cadres de formation et les aspects, les innovations considérables que ça a amené et les orientations que ça a poussées à propos de la formation. À propos là, je ne dis pas beaucoup plus, mais des pratiques, des tendances mises en relation avec l'époque particulière du point de vue de comment on regarde les compétences, les soft skills, les compétences molles, et comment finalement il y a une orientation qui laisse de moins en moins de place au groupe et à la temporalité dans les questions de formation et qui met de plus en plus de place à l'opérationnel, au direct et à l'immédiat et à l'évaluation. On aborde dans un chapitre 6 la question des collectifs, du coopératif, de la collaboration, de comment l'ancrage culturel. En fait, là, vous amenez une hypothèse qui est développée à plusieurs endroits, mais qui est le fond culturel. Le terme n'est pas adéquat encore, mais c'est les logiques culturelles de travail dans l'organisation ont un effet sur comment l'organisation se les approprie. Et donc, qu'il y ait ou pas une logique, selon les cas qu'on donne coopérative, collaborative, horizontale, qu'il y ait une espèce d'idéologie, par exemple, dans une mutuelle, de dire ah, mais nous, le client est roi, et du coup, la relation avec le client, du coup, il y a une place particulière, ce client, on veut le mettre au centre, et du coup, ça donne un schéma logique ou communicationnel dans lequel peut s'accrocher les outils digitaux. Alors que dans des administrations très hiérarchisées, très tayloriennes, là, la technique apparaît comme beaucoup plus balancée d'en haut et beaucoup moins saisie de fait par les acteurs. Dans un chapitre 7, on aborde la question des démarches managériales, de comment les managers se positionnent là-dedans, comment ils portent, comment ils se chargent de cette responsabilité, comment ils s'en saisissent, comment ils parviennent ou comment ils se positionnent de manière critique aussi à certains endroits. Et puis ensuite, dans un chapitre 8, les démarches, on aborde de plus en plus les questions d'accompagnement, c'est-à-dire les postures spécifiques psychosociologiques, et pas que. C'est-à-dire que là, c'est vrai que c'est intéressant peut-être de dire que le groupe, je parle vite, j'ai l'impression, le groupe d'acteurs mobilisés au départ
il est fait aussi, il est constitué pas que d'acteurs techniques, il est divers, quoi. Des techniciens, des informaticiens, des RH, des formateurs, des coachs, des accompagnants internes et des gens dans des postures un peu bricolées en interne. Donc, vous accompagnez des accompagnants aussi à cet endroit-là. Et donc là, vous parlez de leur problématique d'accompagnant à eux au sein de transformation pour arriver dans la conclusion vers les questions que ça vous pose, vous, dans vos pratiques d'accompagnement. Et donc là, alors c'est intéressant ce chapitre-là, parce que la conclusion, je veux dire, parce que dans une lecture qui est la mienne, de regarder du côté psychosocial d'abord, je me suis dit, ah oui, tout commence par aussi la fin, c'est possible ça. Puisque là, dans la conclusion, arrive et vient être explicité toute la mécanique du questionnement, de votre questionnement, qui a conduit à l'élaboration du livre entier. Donc l'ambivalence ou la tonalité d'étonnement, de fascination ou de critique à l'égard du digital au sens large, mais aussi l'impératif d'être dans la nuance et dans la recherche d'une position intermédiaire et pas caricaturale là-dedans. De voir ce que ça fait chez soi en tant qu'accompagnant, mais aussi de voir comment on s'en saisit dans nos pratiques nous-mêmes, parce qu'inévitablement, on s'en saisit. En fait, on n'avait même pas vu, mais déjà depuis 10 ans, on avait des téléphones et on ne se rendait pas compte que… donc, en fait, on relève la naïveté sur ces notions-là, mais aussi dans un discours critique au sens… notre formation, parce que notre psychosociaux, vous revenez notamment sur la question de l'emprise, c'est-à-dire que les mécaniques dont on sait dans lesquelles ça s'inscrit viennent possiblement produire ou renforcer de l'emprise organisationnelle. Et donc, il y a une vigilance à ce propos-là. Voilà, vous abordez aussi les auteurs qui vous ont amené du dégagement là-dedans. Et puis, poser des questions. Il y a des questions adressées, y compris aux psychosociologues, en particulier celle que je relève. Comment finalement, dans une espèce de défiance qu'on peut avoir, que j'ai pu avoir à différents moments, que dans une époque Covid, on a pu avoir tous à différents moments, ou de ras-le-bol des dispositifs et de la technique, comment ça peut empêcher des psychosociologues, pour exclure personne, comment ça peut empêcher les psychosociologues de regarder le réel et oublier que parfois on surfe un peu sur nos présupposés ou nos idéologies ou nos réticences et ça nous empêche d'aller regarder le travail réel en restant sur un enjeu de la mythologie finalement, mais dans un rejet de la mythologie. Donc, voilà. Et du coup, je renvoie aussi à Henri IV, sur lequel vous appuyez à plusieurs endroits sur la grille d'analyse que ça propose et celle avec laquelle vous êtes attentif et avec laquelle vous écoutez, et notamment cette distinction de l'imaginaire Laurent et de l'imaginaire moteur, qui est un écho intéressant pour observer un objet. Voilà. Qu'est-ce que ça produit? Comment les gens s'en saisissent? Est-ce que c'est moteur ou Laurent? Je vous le donne en mille, ça dépend. Et donc, il y a des conditions pour que ça soit moteur. Il y a certaines conditions que vous cherchez à préciser à cet endroit-là. Je l'ai évoqué du côté culturel, du côté de la mécanique et de comment les gens s'en saisissent. Voilà, puis il y a une conclusion, une autre partie de la conclusion sur les effets du travail à distance dans le Covid. Donc, ça pose là-dessus. C'est un résumé. Ça va? Merci. Ça va? Bon, alors, ce qu'on va essayer de faire avec Jamal et puis nos amis de Recherche Action, c'est d'être, on a un quart d'heure chacun et vraiment pas plus pour dire ce qui nous paraît essentiel de mettre en exergue, parce qu'en t'écoutant, Benjamin, je me suis dit, mais en fait, on a brassé une matière absolument incroyable, et donc du coup, on a besoin de mettre plus de simplicité par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on a un quart d'heure chacun. Après, on donnera la parole à 3 membres du groupe de Recherche Action avec qui on a travaillé, Sylvie, Dominique qui sont présentes, et puis Romuald qui est à distance. On leur a demandé de leur dire, de témoigner aussi de leur participation au travail du groupe et aussi des échos que ça avait sur leur métier d'intervenant interne avec différentes formes d'intervention interne, les effets du digital sur leur propre métier. Voilà. Alors, moi, j'ai essayé de dire deux choses, en fait. C'est pourquoi on a pensé que la transformation digitale, c'était un vrai enjeu pour les psychosociologues. Et pourquoi, du coup, nous aussi, la psychosociologie, notre cadre de référence, notre pratique nous a beaucoup aidé à appréhender cette transformation digitale et à appréhender ce que devenait notre métier d'accompagnement à partir de cette transformation. Donc, on avait des intentions au départ, etc. Et puis, un point sur qu'est-ce qu'on dit après, c'est-à-dire avec un peu de recul,
qu'est-ce qu'on a envie de dire, quelques conclusions sur, au fond, qu'est-ce qui change vraiment, qu'est-ce qui ne change pas dans les fondamentaux de la psychosociologie, mais qu'est-ce qui change quand même avec la transformation digitale. Juste quelques points. Alors, tu l'as rappelé, mais quelques constats très simples. Nous, dès 2015, en fait, on a des demandes d'équipes dans nos interventions, dans nos formations, où le digital n'est pas très loin. C'est-à-dire que, par exemple, une équipe… Alors, je vais dire juste quelques… alors peut-être, quelles sont les quelques techniques digitales en tout cas qui sont dans le livre. C'est le travail à distance, avec ce que tu as cité, tous les outils, la visio, les documents partagés, écrire en commun, un document échangé, discuté sur une plateforme interne, je ne donne pas les marques, sur une plateforme interne, mais aussi en externe de l'entreprise. Bon voilà, c'est tout ce qu'on appelle les outils collaboratifs. On a aussi abordé ce qu'on appelle l'automatisation des tâches et des procédures, voire des processus. Alors, il y a deux exemples dans le livre. Il y a l'automatisation, par exemple, du processus de prise de commande jusqu'à la livraison pour voilà, donc une ligne de production internationale. Et puis, deuxième exemple, la plateforme RH qui fait tout, c'est-à-dire on recrute, on se forme, on parle de sa mobilité, on est évalué, tout est à distance, on est même, je dirais, intégré dans l'entreprise, même le processus d'intégration dans l'entreprise est distanciel, c'est-à-dire que les gens arrivent, on leur donne l'ordinateur. Voilà. Ils appellent ça le onboarding. Voilà, le onboarding. Donc, juste de quoi on parle, il y a un tout petit peu d'intelligence artificielle. Quand on évoque qu'il y a de la formation via la réalité virtuelle, ça a été lunettes, où on apprend les gestes techniques, les modes opératoires, etc. Voilà, mais c'est juste pour vous dire que des points très concrets qu'on a abordés. Donc, du coup, on a des demandes, mais en fait, on se rend compte que autant on peut aider une équipe à penser son travail, son organisation de travail collectif, autant que le poids de la technique est aussi fort dans l'équipe, le travail à distance, les outils collaboratifs, mais aussi l'automatisation des tâches. Là, on a senti qu'on avait des limites, franchement. Ça, c'est la première chose. On s'est aperçu que les choses… Alors, deuxième chose aussi, on s'est dit, mais c'est une dimension, les jeunes diraient, de ouf, c'est-à-dire que la transformation digitale, ça touche toutes les organisations, la société, le modèle économique, le travail, la façon dont on apprend. Donc, il y a une dimension anthropologique quelque part. Donc, on s'est dit, c'est immense. Et donc, du coup, nous, on est plutôt centré sur la dimension de l'organisation. Il y a la société, on va dire l'individu, le groupe, le collectif et l'organisation. Et donc, on a voulu rendre un peu plus intelligible ça et de se dire qu'est-ce que ça transforme dans le métier, de notre métier d'intervenant. Alors, on est parti de ces constats et on s'est dit, ben ça, c'est vraiment, la psychosociologie a quelque chose à dire, elle a son mot à dire dessus. Et nous, les intervenants, on a vraiment un apport à faire sur comment accompagner cette transformation digitale. Alors, pourquoi? Alors, d'abord, tu le disais, mais il y a une grande complexité, quoi. Et donc, du coup, on dit toujours, la psychosociologie, c'est quand même une approche des transformations dans leur dimension sociale, subjective. Donc, on aborde toute cette complexité-là et on avait besoin de ça. Donc, merci pour la psychosociologie, ça c'est important. Mais, quand même, avec l'idée que le poids du technique est important et qu'il fallait le regarder et l'articuler avec la dimension, alors le travail, bien sûr, mais la dimension de l'organisation, de la politique de l'organisation et de comment on apprend. Donc, c'est le technique articulé avec d'autres choses. Franchement, en psychosociologie, on apprend à penser ces articulations assez fortement. Deuxième point aussi, tu l'as dit, c'est le poids de l'imaginaire. Nous, ce qui nous a frappé, alors on parle, intelligence collective, gouvernance partagée, etc. On s'est dit, mais tiens, ça ressemble beaucoup au vocabulaire, au référentiel, à l'imaginaire à la psychosociologie, dont le cœur, c'est quand même le sujet émancipé et la démocratie. C'est-à-dire travailler, discuter ensemble, élaborer ensemble un sujet qui pense, qui souffre, qui pratique et qui quand même, nous, on a quand même l'objectif que les gens avec qui on travaille
ils pensent mieux, ils agissent, ils ont plus de pouvoir d'action, ils se sentent mieux, ils travaillent mieux ensemble, le collectif les porte, enfin, tout ça, pour nous, c'est la psychosociologie. Donc, on s'est dit, la question de temps, c'était, est-ce que c'est un imaginaire le rend, ou ce qu'on appelle fécond? C'est ce qu'on dit, est-ce que ça porte, ou ce que c'est fait comme si, quoi. Il y a les mots, mais ça n'existe pas. Donc, du coup, troisième enjeu, on s'est dit, bon, voilà, c'est complexe, ça va nous aider à comprendre la complexité, mais aussi, on est très centré sur le réel, la pratique. Donc, quand on est allé voir, je ne vais pas être trop long, mais quand on allait faire nos interviews, on posait des questions très simples. Hein. On disait, voilà, qu'est-ce qui change à votre travail avec le digital? Comment vous faites? On parle beaucoup des usages. Comment vous vous dépatouillez de tout ça? Comment vous le vivez? Est-ce que vous pensez que votre métier évolue ou pas? Est-ce que vous savez s'il y a une stratégie digitale ou pas dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a une stratégie digitale? Voilà. Donc, au RH, on leur posait plus la question, est-ce que votre métier de formation et de RH change? Et au manager, on leur disait, est-ce que votre métier change dans votre accompagnement managérial? Donc, du coup, on a été très centré sur le réel, et puis aussi sur notre posture, avec nos ambivalences, etc., nos fascinations, nos doutes, nos interrogations. Alors, ça, on s'est dit, voilà, la psychosociologie, c'est un bon cadre de référence pour nous aider aussi à réfléchir ça et à réfléchir à notre métier. Alors, on s'est dit, on ne va pas le faire seul. Donc, on était en 1918 et on est allé voir des personnes dont on savait chez nos clients qu'ils avaient ce qu'on appelait un rôle pionnier, c'est-à-dire que les dates sont importantes, c'est tout va très vite. On est en 2018 et on entend parler chez nos clients qu'il y en a qui ont des pratiques d'accompagnement super intéressantes sur la question digitale, qui sont même pas pensées au niveau national, qui sont même pas pensées en termes de politique digitale, en termes de politique d'accompagnement. Donc, on est allé voir, à la marge. Voilà, un peu à la marge de leur système. Donc, du coup, on s'est dit, il ne faut pas qu'on soit seul, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on élabore ensemble, tu l'as dit. Et donc, on s'est dit, là aussi, la psychosociologie, ça nous aide, puisque la recherche-action, c'est vraiment une approche importante dans la psychosociologie, dans le sens où on réunit des groupes d'acteurs qui sont concernés, qui réfléchissent sur leurs pratiques et en réfléchissant dans des hypothèses, etc., enrichissent cette pratique-là. Donc, du coup, on a eu, on a constitué ce groupe de recherche-action, on nous écoutera. Donc, ça a duré 2 ans à peu près, 2 séances de travail, étalées dans le temps, dont certaines se sont passées à distance parce que période Covid. Et donc, on a aussi rebondi, on a eu l'idée de faire des interviews, on a fait 25 interviews dans plein de métiers, dans plein de structures, de groupes différents, d'entreprises. Et c'est aussi grâce à eux qu'on a pu prendre contact avec un tel, dire voilà ce qu'on a compris dans les interviews, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle dans votre organisation, est-ce que ça vous parle dans votre pratique. Bref, il y a eu un vrai enrichissement mutuel. Alors, juste 5 minutes pour dire, tu diras un peu plus effectivement en termes de contenu, ce qu'on a découvert, ouais. Voilà. Mais en termes de métier d'accompagnement, on a eu tendance à dire, mais en fait, nos fondamentaux ne changent pas au fond. C'est-à-dire le fait, on intervient sur l'individu, le groupe, l'organisation, la complexité, la posture de l'intervenant, elle est super importante. Alors, on parle de posture clinique, la l'éthique, etc. Mais quand même, ce n'est pas tout à fait vrai que ça change. D'abord, on se rend compte qu'on a une autre façon de questionner la demande. Je vais prendre un exemple très concret. Je fais une intervention dans une PME qui, en fait, les gens n'arrêtent pas de me dire il y a l'informatique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de leurs tâches, métiers, qui sont automatisés dans des procédures. Et donc, évidemment, il y a des outils informatiques pour ça, pour automatiser. Et en fait, en creusant un peu, puisque leur demande, c'était c'était pas très très clair, hein, c'était il faut qu'on travaille mieux ensemble et puis il faut qu'on s'entende un peu sur la question de l'informatique, de l'outil, parce qu'il y a plein de dysfonctionnements, etc. Bon, on creuse un petit peu, mais en fait, in fine, sur quoi on a travaillé pendant le séminaire d'équipe? On a travaillé sur le processus de décision, sur l'envie de penser la stratégie. Les gens disaient, mais on ne parle plus de stratégie. Le fait de resserrer les liens, le travail justement en coopération. Alors, il y avait les informaticiens qui étaient là, mais qui disaient, mais nous,
on est très coincé par les éditeurs de logiciels, de l'application qui nous disent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, en fait, dans l'enjeu de la discussion, c'était comment on va revenir en arrière. C'est-à-dire comment on va revoir le cahier des charges des éditeurs de logiciels et du coup aussi les informaticiens, comment vous allez mieux comprendre notre organisation, comment on travaille avec nos clients, qu'est-ce qui nous rend tristes sur ce qu'on pouvait faire avec nos clients qu'on ne peut plus faire avec l'automatisation des tâches. Voilà, juste cet exemple pour dire qu'il faut articuler la technique avec des tas d'autres dimensions. La deuxième enseignement aussi qu'on tire, en fait, c'est que interroger l'évidence. On n'a jamais, vous savez, il faut s'adapter. Qu'est-ce qu'on entend? Il faut s'adapter. On l'entend encore plus avec la transformation digitale. Et nous, on pose la question, mais s'adapter à quoi, Qu'est-ce qui… Donc, on interroge beaucoup ça. Et sur, mais à des questions parfois très simples, mais est-ce que vous êtes plus efficace? Est-ce que vous êtes plus créatif? Est-ce que vous sentez mieux en collectif? Est-ce que vous comprenez le sens de ce que vous faites, de cette politique? Et ça n'a rien d'évident, en fait, toutes ces questions-là. Donc, on réinterroge ça. Troisième élément, je m'arrêterai là aussi, c'est on a pris beaucoup de choses de groupe de recherche-action sur les pratiques d'accompagnement, mais je vais te laisser la parole. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit bien que les outils changent le travail, mais que aussi, il faut savoir aussi de quels outils ont besoin les gens. Autre chose, on prend une question importante. On voit quand même que l'outil, quelquefois, aide à construire le productif. Il ne faut pas prendre les choses à l'envers, en quelque sorte. Voilà, et qui peuvent, on a expérimenté, faciliter l'expression, la discussion, la décision, sauf qu'il faut prendre vraiment les choses à l'envers. Voilà. Je te laisse, et puis intervenir à distance, on met beaucoup de conditions dans l'intervention à distance. On pourra en parler en débat aussi. On a choisi vraiment de ne pas parler de tout parce qu'on ne s'en sort pas, parce qu'on dit que c'est un quart d'heure. C'est bien. Je vais essayer vraiment d'être dans le quart d'heure parce que vous avez déjà entendu 1, 2, 3. Patience. Et après, on va discuter ensemble. Alors, en fait, je suis chargé de vous, on s'est mis d'accord, on parlait de l'accompagnement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas parler de l'accompagnement sans parler de représentation qu'a la personne qui accompagne de l'organisation. La façon de regarder les organisations et les demandes vont conditionner beaucoup la façon, évidemment, d'intervenir et d'accompagner. Ce qui fait que notre structure, je vais mettre là, c'est ça? Tu seras beaucoup plus visible. Bah oui, surtout à distance. Mais là, c'est ça? Oui. Okay. Et donc, on s'est rendu compte que, en fait, la façon de se représenter l'organisation est très importante. Je passe devant, évidemment, un tas. Si vous prenez le mot accompagnement de la transformation, vous verrez que les personnes qui accompagnent souvent, je dis souvent parce que c'est la réalité, il y a un discours managérial. L'accompagnement. L'accompagnement peut aider l'état d'esprit managérial. Ça, c'est important. Donc, nous, on prend vraiment, c'est pour ça que souvent, on dit qu'il faut faire le contraire. Donc, on prend un petit peu vraiment en tout cas, le point de vue de l'intervenant, pas du manager. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, la connaissance de l'organisation des métiers du collectif est fondamentale pour parler de l'accompagnement. C'est très difficile de séparer les deux. Mais là, je ne vais pas beaucoup développer cette partie-là. Si vous pouvez vraiment la découvrir tranquillement. Parce que nous, en tant que psychologue, on est formé sur ce que c'est l'organisation. Tu parles, par exemple, des ricaines, ça nous donne vraiment des grilles de lecture. Parce que c'est la grille d'un groupe, les métiers, c'est très important, les métiers de travail. Voilà, mais ça, c'est une des questions qu'on s'est posées. Mais qu'est-ce que ça devient? Et là, il y a toute une première partie qui parle de ça. Là, je voudrais vous parler plutôt de l'accompagnement. Et alors, quand on parle d'accompagnement, de quoi on parle? Je veux dire qu'on explicite un petit peu ça. On va parler de deux choses, de l'accompagnement managérial, parce que les managers accompagnent aussi. Voilà. Et puis l'accompagnement par des professionnels. C'est leur métier en interne. Peut-être juste, ce mot-là, on l'a retrouvé très facilement dans pratiquement toutes les organisations. Le mot accompagnement, il a un succès dingue. On peut même, dans certaines organisations, tout le monde accompagne. Mais vraiment,
La DRH accompagne, ceux qui sont sur le terrain technique, d'autres facilitent, d'autres accompagnent, jusqu'au carrément, on arrive jusqu'à les utilisateurs qu'on accompagne. Et entre les utilisateurs, on leur demande de s'auto-accompagner. Bref, le mot accompagnement, il est partout. Donc nous, on s'est dit, de quoi on parle? Évidemment, souvent, c'est très orienté outil. Mais si on regarde, par exemple, du point de vue de la psychologie, parce qu'on voit bien qu'il y a une différence entre l'intervention et l'accompagnement. On pourrait discuter de ça. C'est quoi la différence? Ben, il y a une différence. Et si on reste sur l'accompagnement, on va dire qu'accompagner suppose que l'on adresse une demande à celui qui accompagne. Première chose. C'est aussi faire un chemin avec l'autre et être sur son chemin pour l'aider à faire un pas de côté pour regarder les problématiques différentes. Ça, c'est vraiment pour cette distance-ci. Voilà. Et comme en fait les situations sont distinctes à chaque fois, il y a une singularité, ben, il y a cette posture qu'on appelle nous clinique parce qu'on est vraiment avec l'autre. Et on s'implique nous-mêmes dans notre propre subjectivité et dans notre relation, et même sur relation subjective, et notre mode d'intervention est aussi important que le reste aussi. Voilà. D'autant pas, évidemment, il y a la question d'éthique qui est fondamentale. Je ne vais pas trop revenir dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Là, vraiment, je vous envoie à tous les travaux de Myriam Sifali qui sont vraiment très, très précis sur la question de l'éthique et de l'accompagnement. Alors, on se réfère un petit peu à elle. Sur l'accompagnement managérial, alors il y a quelque chose qu'on a découvert, c'est que dans les organisations qu'on appelle il y a un mode d'organisation qui s'appelle technopush. Technopush, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des passages en force de la technologie dans les organisations. Très souvent, c'est des modes d'organisation qui sont très dans une logique soit financière, de la réduction du coût, soit dans une logique, mais vraiment complètement idéologique, qui consiste à dire, en fait, c'est la technologie qui va donner le sens à lui-même. Parce que toute technologie, il y a un présupposé comme quoi ça va apporter que du plus, que du progrès. C'est technopush. Et donc, quand il y a les technopush, on a constaté qu'il n'y a pas d'accompagnement. Nous donnons un exemple d'une plateforme RH qui est une multinationale qui va s'occuper de pratiquement de 100 000 personnes où les choses sont complètement automatisées. Et là, l'ensemble des RH, c'est des centaines de personnes dans le monde qui nous disent qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. En fait, c'est l'outil qui se met en place et ici, on travaille sur par exemple, gestion des intérimaires, par exemple, de la formation, etc. C'est s'adapter, c'est exactement ça. C'est la logique de s'adapter parce que il faut s'adapter. Ça, c'est vachement intéressant. Il y a d'ailleurs tout un travail qui a été fait sur le mot adapté, de Stigler, qui est vraiment intéressant. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre alternative. En paraphrasant Thatcher. Alors, ça, c'est vraiment cette mode de. Voilà. Alors après, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres modes, par exemple, de management. Là, le manager, par exemple, le manager dans cette organisation-là, en fait, tous les fonctions support, par exemple RH, vont aller sur le manager. Le manager lui-même va s'occuper d'un tel process RH. Ce qui fait que très concrètement, quand on les interviewe, ils ont très, très peu de temps pour s'occuper de la relation avec le personnel, avec les collaborateurs, avec l'équipe. Et du coup, il y a une tendance de fond à la disparition du management, au sens comme on l'entend. Ça veut dire travailler avec les gens, les aider, etc. Donc là, il y a une disparition de plus en plus du management, ce qui fait que l'individu, le manager qui peut être quelque part un rôle d'intermédiaire, de médiateur, il disparaît petit à petit. Et du coup, en fait, le collaborateur avec les applis, par exemple, RH, c'est impressionnant. Hein, ils peuvent tout faire en lien avec. Donc, il est plutôt face à l'organisation. Donc là, ça nous ramène vraiment à tout ce qui a été dit sur l'entrée de l'organisation. Et là, le digital est très, très présent, avec un vocabulaire. Là, on a retrouvé une autre forme de novlangue autour de l'agilité, etc. Alors, mais il n'y a pas que ça, je veux dire, on peut ne pas. Il y a aussi ce qu'on appelle le mode d'organisation qu'on a appelé, qui est une stratégie plutôt intégrée, qui intègre en fait le digital au métier. On retrouve les métiers des personnes, des opérateurs, on retrouve des RH, mais il y a leur propre métier de RH, par exemple, ou d'opérateur ou de technicien, et à côté de ça, ils ont un tas d'outils. Les deux existent ensemble. Même, par exemple, pour les formateurs aussi, d'accord ?
Et donc, quand on donne pas mal d'exemples. Alors, Benjamin, quand tu parles de généraliste, en fait, toute la situation, on parle de situation. Une situation soit que les personnes qui l'ont vécu vous racontent, soit une situation. Donc, c'est vrai qu'on est dans le champ, il est assez large, et on va essayer, à partir de ce multiple de situations, un tout petit peu de mettre quelques hypothèses. C'est juste pour rester vraiment humble. C'est inductif dans ce sens-là. Voilà, il y a plein de situations comme ça, mais à un moment donné, ça converge quand même sur un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on va parler de cette typologie, par exemple, d'une stratégie intégrée avec les métiers. Quoi. Alors, par exemple, dans ce cas-là, quand la stratégie intégrée avec les métiers, ben, l'organisation change. Il y a par exemple des structures qui appellent ça innovation, qui vont aider vraiment à ce que, petit à petit, on introduit l'innovation dans les organisations. Il y a carrément des consultants qui vont être proches avec les managers qui accompagnent sur le terrain les équipes pour les aider. Il y a par exemple des directions digitales ou de formation dans laquelle, chacun appelle ça comme le mot académie, maintenant il est partout, académie digitale, dans laquelle on retrouve énormément, il y a des formations présentielles, mais en même temps on va accompagner à distance des managers à travailler avec leurs équipes à partir du digital. Donc c'est intégré, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas du tout l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Il y a une intelligence de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais en fait, on se rend compte qu'avec le digital, quand c'est intégré, il y a toute une autre organisation qui change. Il y a des tiers dans les organisations qui s'occupent du digital. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, hier, on a trouvé aussi deux modes d'organisation qui sont plutôt coopératifs. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Le mode coopératif, c'est les modes où la gouvernance est plus coopérative, partagée, pour de vrai, dans la prise de décision. C'est-à-dire les décisions qui se prennent, voilà. Et en fait, et là, on a découvert quelque chose, c'est que quand il y a une culture coopérative, le collaboratif, il est beaucoup plus simple pour les gens. Le collaboratif s'amplifie énormément avec le coopératif. Et ça, c'est vraiment une vraie découverte parce qu'on s'est dit, tiens, en fait, le collaboratif marche partout. Ben non. Je vous donne un exemple dans une société mutuelle où il y a un réseau social. Le réseau social, ils appellent ça le réseau social des sociétaires, où les clients peuvent vraiment déposer des plaintes, par exemple, des sanctions sur leur contrat. Et du coup, en déposant, par exemple, un problème, ce problème-là, il arrive sur une plateforme. On est toujours sur la Yammer, une plateforme Yammer, et du coup, on a vraiment quelqu'un qui dit, voilà, ça ne va pas, j'étais mal reçu, ou le contrat, oui, il y a un problème de sinistre. Et bien, en fait, dans cette entreprise, puisqu'il y a une culture coopérative, le Yammer se transforme en une vraie coopération entre énormément de structures. Vous avez là-dedans la direction du marketing, vous avez la direction du procédure de réponse à des sociétaires, vous avez des gens du terrain. Et donc, il y a une multitude d'acteurs qui vont, à un moment donné, participer ensemble pour répondre rapidement à la demande de sociétaires. Ça, par exemple, on ne le trouve pas ailleurs. Vous prenez un Yammer, c'est vraiment super, vous savez, c'est un réseau social interne. Regardez comment il est. La façon dont les interactions sont dans les Yammer vous parle de la culture digitale. Et derrière le fond, la deuxième scène, est-ce qu'il y a une culture coopérative derrière? Voilà. Ça va en termes de temps? Faut pas que je... Alors évidemment, on raconte l'histoire de cette personne qui accompagne ce réseau social, qui a une sacrée posture. Vous verrez le récit, comment cette personne-là travaille avec 3000 personnes et comment elle accompagne, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous laisserai découvrir. Alors, après, il y a j'ai encore quoi, 5 minutes, c'est ça? Pas plus. Après, il y a des modes de coopération des professionnels. Alors, au niveau des professionnels, en tant que psychologue, on est attentif quand même à ce qu'on a, nous, le système intervenant, quoi, où il est positionné avec un système qui serait le système client, donc dispositif. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu notre représentation et notre pratique. Et quand on est allé, par exemple, explorer des pratiques d'accompagnement, on était attentif à l'endroit où ils étaient, à quel endroit ils sont positionnés dans l'organisation. C'est vraiment important. Et là, je vous donne juste vraiment, et là j'arrête, j'ai 3 minutes, j'arrête. Je vous donne un exemple de, comme quoi ça existe en interne, des personnes
qui sont situés et positionnés dans la DRH. Là, on parle vraiment d'un grand organisme de recherche. Voilà. DRH, et qui va agir, qui va essayer d'intervenir dans toute une démarche d'acculturation digitale avec, je ne sais pas, des dizaines de personnes. Il y a un groupe de 40 personnes, et après, ça va être vraiment, c'est large, c'est beaucoup plus. Et donc, elle va vraiment accompagner l'évolution de l'organisation à partir du digital. En faisant quoi? On est vraiment à l'époque où il n'y a vraiment pas encore de pratiques digitales. Elle fait d'abord une enquête auprès de une quarantaine de personnes, entretiens individuels, pour voir leurs représentation qu'ils ont, les besoins qu'ils ont, les questions qu'ils posent, etc., sur le digital, et leur travail et leur activité. Première chose, c'est une restitution de ça. Après, elles se rendent compte qu'il y a un énorme besoin de travailler sur le numérique. J'en profite d'ailleurs parce que cette personne-là devrait être présente ce soir et malheureusement, elle ne peut pas être présente. Du coup, je vais prendre 2-3 minutes un peu plus pour parler. Ce qu'elle aurait dit. Ce qu'elle aurait dit, voilà, rapidement, hein, sans prendre trop de temps. Et en fait, c'est intéressant de voir, en fait, quand nous, en tant qu'intervenants, on travaille dans une organisation, on délimite, on dit tiens, on travaille au prix, on va délimiter le système. On dit voilà, ça concerne cette équipe. Et bien, elle nous raconte, c'était vraiment intéressant, ce qu'elle découvre avec le digital, c'est que le système, dès qu'elle essaie, ça concerne les RH, essaie de délimiter le système, elle dit à chaque fois, les frontières, ça allait lui échapper. Et du coup, elle élargissait le système, et élargissait. Pourquoi? Parce que le digital implique l'interaction avec tout un écosystème. Et du coup, elle dit qu'il fallait absolument penser à l'accompagnement de ce système-là dans tout un environnement, et ce n'était pas du tout présent dans son esprit, et même dans ses représentations, au moment où elle intervenait. Elle a découvert ça avec les gens. Et ça, c'est propre. C'est propre vraiment au digital. Par exemple, et là, il a proposé un système très ouvert, qu'on appelle, nous, dans notre langage, un groupe ouvert. Elle a fait un groupe ouvert avec un dispositif. Elle a appelé le café numérique. Et alors, vous avez plein de gens qui venaient comme ça, d'accord, et qui parlent de quoi? De leur usage. Et là, à l'époque, on parlait beaucoup de Skype, de l'agenda partagé, par exemple. On prenait vraiment des choses très concrètes. On est vraiment très tôt, là. On est en 2011, 12, c'est ça, hein, j'avais dit ça. Et donc, vous voyez, et donc, à partir de là, on parle des usages, on parle des besoins, on parle des problèmes que ça pose. Et puis, ils avaient vraiment un souci qui est de dire comment on peut embarquer tout le monde. Et ils ont appelé ça le numérique pour tous. Ça, c'est vachement important. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de fracture à l'intérieur, parce qu'il y a tout un discours très idéologique autour, vous savez, des fameuses générations. Ça, c'est vraiment une production de consultants pour nous. Complètement. Parce que dès qu'on est dès qu'on est à la limite jeune, le lendemain, on est complètement dépassé, quoi. Et plein de gens me le disent, quoi. Ce n'est pas une histoire de génération. Donc ça, c'est vraiment, il y a tout un discours autour de ça. Et elle-même, elle est allée plus dans une logique plutôt de collectif, liée à son propre contexte pour ça. Elle a fait par exemple du café elle animée, hein, voilà, le café numérique. Et donc, elle est beaucoup sur le partage des savoirs autour de, voilà. Alors après, petit à petit, comme ce type d'intervention-là, ça touche énormément de monde, et puis il y a une montée quelque part, j'ai utilisé le mot de compétence quand même, collective. On est plus à la compétence collective que sur les soft skills. Par rapport, par exemple, à la question digitale. C'est ça où il y a les différences. Et puis, sur une dynamique collective, elle parle de démarche apprenante. J'utilise ce mot-là, hein, j'essaie voilà. Après, évidemment, par bouche à oreille, elle a une demande très importante qui est carrément d'aller vers ce qu'on appelle la science ouverte. Travailler avec les centres de recherche pour ouvrir la science au reste du monde et que les chercheurs s'ouvrent. Vous imaginez l'enjeu que ça a. Donc, ça devient quelque part politique. On passe d'une dimension assez technique à une dimension assez politique. Et du coup, se pose vraiment la question, évidemment, du partage, du coup, de mettre en place un réseau social entre les chercheurs. Et ben, elle va partir de ce besoin-là, alors là, ça va toucher 450 chercheurs. En partant de ce besoin-là de partage, en fait, d'aller sur ce réseau social, elle va faire travailler les gens sur leur propre vision de ce que c'est demain, elle va travailler avec eux sur leurs besoins. Et donc, vous imaginez en fait ce que ça va créer comme dynamique à l'intérieur avec cette propre démarche. Voilà. Et à chaque fois, ces questions, c'est beaucoup autour de l'usage,
des besoins et de la technique qui va avec. Et c'est les gens qui vont aller chercher aussi la technique en lien avec l'usage. Parce que souvent, la technique, elle est parfois laissée à la DSI. Et là, c'était vachement intéressant. Ça veut dire qu'il y a tout un travail. Et les gens de la DSI sont là, avec eux. Ils partagent, ils discutent avec ça. Voilà, donc elle n'est pas là, je le dis. Alors il y avait vraiment dans le bouquin, il y a une expérience très intéressante. Elle parle de l'expérience, comment on peut, parce que le digital, il y a énormément d'obsolescence très vite. Et donc, elle va mettre en place toute une démarche apprenante, comment on peut apprendre ensemble, collectivement, sur cette question de l'obsolescence, parce que très, très vite, on est dépassé. Comment on peut la penser collectivement. Voilà, donc ça, il y a vraiment un chapitre vachement intéressant pour ça. Alors, je vais bientôt terminer en parlant de… Oh oui, d'ailleurs, il y a un point très important, il dit que le digital, l'apprentissage, il est situé. Il est situé. Il dit on peut avoir les mêmes outils avec même métier, mais l'appropriation, elle est complètement différente. Du coup, elle va parler beaucoup d'apprentissage, donc elle va beaucoup parler d'expérimentation, alors qu'on peut le dire, c'est de la formation. Alors, rapidement, je vais passer sur, on a parlé de l'accompagnement des organisations, l'accompagnement des équipes. Je vais certainement laisser beaucoup de temps, je vais laisser un petit peu plus de place pour que vous puissiez en parler, hein, Dominique notamment. Bon, bref, je vous laisserai là. Et ce qui est intéressant dans l'accompagnement des équipes, j'arrête là, c'est en fait de voir comment le digital peut être vraiment un vrai prétexte pour aller interroger vraiment le mode de fonctionnement, l'organisation, la prise de décision, les projets, le sens, la stratégie, etc. Et je trouve qu'il y a, dans ce qu'on a découvert avec vous, c'est vraiment une créativité au niveau de l'accompagnement, soit dans le système intervenant qui devient hybride, enfin de vrai hybride. Ce n'est pas parfois un hybride, mais le vrai hybride, c'est vraiment quand il y a vraiment des métiers hybrides. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de la data, il va intervenir avec un coach, ou quelqu'un qui est spécialiste d'un domaine très précis, je ne sais pas moi, l'ingénierie digitale, avec un intervenant. Voilà, donc il y a vraiment de l'hybride par rapport à ça. Voilà. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je ne veux pas aller plus loin parce que j'ai dépassé largement, j'ai dit un quart d'heure plus 5 minutes pour eux. Voilà. Bon, alors, on va laisser la parole à nos témoins. Ouais. Enfin, en tout cas, les personnes qui ont été dans notre groupe de recherche à tout. Ce qu'on leur a dit, c'est vraiment comment vous vous êtes inscrits dans ce groupe, au sens, dans cette démarche de groupe de recherche-action. Et est-ce que lorsqu'on a dit sur l'accompagnement de la transformation digitale, il y a des échos avec les demandes auxquelles vous êtes confrontés? Parce que ils sont tous dans une posture d'accompagnement en interne et avec des approches un petit peu différentes. Ils nous diront, certains c'est l'économie, d'autres c'est le développement des compétences, d'autres c'est l'accompagnement de l'organisation. Enfin, ils nous diront ça. Quels sont les échos avec 4 ans presque 5 ans de recul, parce qu'on a terminé de travailler en 2020, donc 3 ans de recul, eux, comment ils voient les choses évoluer dans l'organisation, dans leur propre posture? Ce que je propose peut-être, c'est de donner la parole déjà à Romuald qui est à distance. Ouais. Et puis après, il y aura Dominique. Tu l'as, Romuald, ou t'es parti, ça se trouve? Romuald, est-ce que tu peux… Je suis là. Je vous entends et je vous vois. Parfait. Je ne sais pas si vous me voyez également. Ouais. Oui. Ouais. Je vais mettre ça. On vous voit, on vous entend, Romuald. Vas-y, voilà, c'est ça, exactement. Bonjour à tous. Alors, la première question concernait la manière dont j'ai rejoint ce groupe et les préoccupations qui pouvaient être les miennes. Alors moi, j'ai une formation d'ergonome. Ça fait une vingtaine d'années que j'exerce dans le champ des conditions de travail et dans leur relation avec la maîtrise des risques au sens large, risques industriels, technologiques et puis risques professionnels. Et donc, avec cette casquette que je combine désormais avec celle de coach, la première question qui me venait, c'est effectivement en quoi le digital peut constituer une promesse de performance, d'amélioration des conditions de travail. À quelles conditions on pourrait parler de travail augmenté? Alors, cette expression continue de me questionner, de travail augmenté, de manager, de collaborateur augmenté.
et finalement à quelles conditions on améliore aussi ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est plutôt une approche outil qui était la mienne au départ. Puis il y a cette approche système aussi sur laquelle vous revenez beaucoup. Qu'est-ce qui se joue à l'échelle de l'organisation, du système? Quels sont les glissements, les déplacements qui s'opèrent avec le digital dans la vie au travail, dans la vie hors travail, des glissements de responsabilité, de compétences, des glissements de forme de collectif aussi, vous en parliez. Glissement de risque aussi, peut-être des dérives s'opèrent aussi en matière de maîtrise des risques. Ça sera ma préoccupation aussi dans mon positionnement au sein de ma société. Et puis finalement, en termes de forme d'accompagnement, et là je suis intéressé évidemment par notre groupe de ce point de vue-là, comment on accompagne ces changements voilà, qui effectivement sont aujourd'hui très nombreux. Enfin voilà, pas besoin je crois de revenir là-dessus. C'est avec ces constats aussi de changements très nombreux et multiformes que je suis venu dans ce groupe. Voilà, déjà en constatant aussi, comme vous, vraiment les efforts faits par nos entreprises pour numériser l'environnement de travail. C'est-à-dire qu'on accède maintenant à des données extrêmement nombreuses sur nos installations industrielles, des données qu'on capitalise, que l'on gère désormais dans des centres de données, on vient de créer un centre de la donnée industrielle. Ces données modifient la manière dont on maintient les installations, dont on les exploite, donc ça modifie le travail opérationnel. Parfois, cette numérisation aussi nous éloigne du terrain, c'est-à-dire qu'un certain nombre de visites que l'on pouvait faire sur le terrain auprès de nos installations, on va les faire désormais à distance. Voilà, donc ça change effectivement la fréquence de ces tournées périodiques, par exemple. Voilà. À contrario, il y a d'autres choses que l'on gagne, c'est-à-dire qu'on peut faire des modèles 3D de nos installations, on arrive à les virtualiser, ce qui va nous aider pour la préparation des chantiers, pour reconcevoir ces installations. Donc, on va pouvoir travailler à distance sur des modèles numériques et voilà, on va gagner du temps, on va gagner en collaboration autour de ces modèles numériques aussi. Alors, bien se greffer à ces nombreuses données aussi, maintenant, la possibilité de traitement offert par l'intelligence artificielle. Donc, ça vient re-questionner la manière aussi dont les décisions sont prises aujourd'hui, des décisions qui peuvent impacter la maîtrise des risques. Voilà, donc ça vient changer ça peut déplacer effectivement le centre de gravité, la prise de décision et puis quelque part les responsabilités aussi. Voilà. Donc beaucoup de choses vont changer s'agissant de la manière dont on maîtrise, on assure la maîtrise des risques de nos installations industrielles. Je voudrais juste indiquer que je suis dans le domaine du gaz. Donc, c'est voilà la raison pour laquelle aussi je me préoccupe de ces risques. Ça va changer aussi peut-être la manière dont les auditeurs, les assureurs vont nous regarder ou vont nous demander des comptes aussi peut-être. Voilà, donc le numérique qui s'est associé donc au digital change nos conditions de travail et nos rapports aussi avec à l'intérieur et vers l'extérieur du système. Et puis il y a le métier d'animateur de la sécurité, moi qui m'intéresse aussi beaucoup, qui lui évolue bien sûr aussi comme tous les métiers de l'entreprise, tous les métiers de l'animation et de l'accompagnement aussi en matière de prévention des risques. Par exemple, les analyses d'incidents que l'on faisait en salle, on les fait désormais de plus en plus en distanciel. Alors, ce qui change quand même pas mal la donne. On parle d'incidents, on parle d'erreurs humaines et des choses qui sont parfois difficiles à aborder en présentiel, plus encore probablement en distanciel. Avec des outils nouveaux qu'on essaie de mettre au point pour faciliter quand même l'animation autour de ces incidents. Voilà, et puis d'autres choses, voilà, donc les méthodes de formation bien sûr évoluent, mais là je crois que vous y reviendrez beaucoup avec le distanciel. Les procédures se dématérialisent, les procédures de sécurité. Voilà, donc le métier de préventeur dans l'entreprise lui aussi évolue beaucoup. Avec le numérique et avec le digital. Donc, c'est avec ces questions-là que je suis venu. Alors, une préoccupation, je dirais, plus générale, c'est-à-dire qu'avec le digital et le numérique, j'ai l'impression que tous ces systèmes interconnectés peuvent nous questionner sur la complexité de ces systèmes qui peuvent devenir dans le temps plus interdépendants, mais aussi plus opaques. Est-ce qu'on va continuer d'y voir clair avec ces systèmes isolément sont déjà en eux-mêmes parfois complexes, mais ces systèmes que l'on va connecter demain,
Voilà, est-ce qu'on n'aura pas un effet boîte noire un petit peu à un moment donné qui pourrait arriver, quoi. Et est-ce qu'il pourrait aussi poser des questions en matière de maîtrise des risques. Voilà un petit peu les questions qui étaient les miennes, on va dire en rejoignant ce groupe. Et puis, c'est avec ces questions en tête, évidemment, que je me pencherai avec plaisir sur votre ouvrage. En tout cas, merci d'avoir conduit cette étude qui ne manquera pas, je pense, d'alimenter, en tout cas pour moi, mon travail d'accompagnement. Merci Romuald. Alors, on va enchaîner avec, je ne sais pas, Dominique, ok. Tu veux venir ici? Oui, c'est mieux, pour que je puisse te voir. Viens. Ici, voilà. On ne peut pas venir ici. C'est ça. Alors, c'est ça. Bon, Tu sais, hein. vas-y, tu peux t'asseoir. Bonjour à tous, je suis Dominique, je suis intervenante en entreprise et j'ai été happée en 2015 dans un programme de transformation numérique pour accompagner la transformation numérique et accompagner les collectifs dans, il y a des outils, on prend les outils et puis surtout on les déploie et on les utilise. Et en tant qu'intervenante, dans l'équipe dans laquelle j'étais, nous avons tout de suite ressenti la nécessité de ne pas y aller simplement en termes de coaching, d'accompagnement d'équipe, mais aussi d'avoir la réponse à la question qui était systématiquement posée, qui était les outils. Les outils, les outils, les outils. Et on avait beau dire, mais il faut peut-être réfléchir. Comment vous allez vous servir de ces outils? À quoi vont-ils vous servir? Comment ça va changer votre manière de travailler au quotidien? Comment vous voulez vous en servir au sein d'une équipe? Est-ce que vous voulez vous en servir au service d'un enjeu de chaîne de service? Est-ce que vous voulez vous en servir pour réussir quelque chose? Et du coup, comment vous attrapez l'outil? Et au début, ces questions-là restaient un peu inintéressantes. Moi, ce que je voudrais ramener, on avait évoqué à l'époque, c'est cette idée de mode. Et ça m'a beaucoup interpellée. Donc, j'ai saisi l'opportunité de rejoindre le groupe de recherche, alors peut-être un peu après les autres, mais parce que j'avais encore beaucoup de questions. Et puis, ça m'a beaucoup fait travailler sur ma propre pratique. Qu'est-ce que j'apportais, moi, à ces collectifs? Est-ce que je me cantonnais à l'outil, puisque j'étais dans un programme qui aussi parlait beaucoup d'outils, ou est-ce que je me servais de ce que je savais faire, peut-être transgresser la prime demande et aller travailler peut-être un peu plus le sens, ce qui rassemblait les personnes, et remettre autour de la table non pas un décideur et son équipe managériale, mais des équipes complètes. Et petit à petit, on a réussi. Alors, il a fallu jongler avec le vocabulaire, s'adresser, il y avait la mode du lean, il y avait la mode de la culture digitale. Utiliser les bons mots permet d'ouvrir une porte, permet d'intéresser. Et seulement à partir de ce moment-là, on commence à pouvoir adresser le sujet du sens. Et du coup, on est d'abord co-intervenu, on a sensibilisé et on est revenu ensuite dans des vagues suite à des demandes qui nous arrivaient pour répondre à des choses un peu plus complexes, prendre conscience que l'équipe aujourd'hui, l'équipe avant, on va dire, la réflexion sur le numérique, c'est l'équipe. Et que l'équipe, du coup, une fois qu'il y a ces outils qui ouvrent la possibilité de communiquer finalement avec qui on veut au sein de l'organisation, eh bien l'équipe, elle reprend sa place dans la chaîne de service. Et finalement, moi, je ne travaille pas avec mes collègues dans mon équipe. Et finalement, je travaille avec les autres, ceux que je ne vois jamais. Et ça a commencé à créer des réflexions, du sens. Et les premières choses qui m'ont marqué, moi, ce sont les managers. Parce que dans cette organisation, on a commencé par accompagner les équipes terrain. C'est toujours les équipes terrain qui ont eu besoin d'accompagnement, c'est bien. Et d'un seul coup, les managers se sont réveillés en disant non, mais attendez,
peut changer tout, mais à quoi je sers en un an puisqu'ils communiquent entre eux? Et là, ça a commencé à vraiment prendre sens de faire un accompagnement autre. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était inaudible que de proposer des écoutes, des accompagnements au niveau des comités de direction. Là, on n'entendait pas. On ne commence pas par les managers, on commence bien par les opérationnels, c'est normal. Et donc voilà, tout ça partagé, ben, finalement, on a mis en place quelque chose qui s'appelle le Digital Prétexte. On entendrait parler, c'est que finalement, c'est une belle opportunité, ce numérique. C'est une opportunité de réfléchir ensemble, collectivement. Et qu'à partir de cette réflexion, finalement, on peut très bien saisir qu'est-ce qu'on fait tous ensemble, finalement, à quoi on sert, qui on sert, pourquoi faire, et qu'est-ce qu'on a envie de réussir, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer, finalement. Et puis, est-ce que ces outils vont nous apporter de facilité? Est-ce qu'ils vont être utiles? Est-ce qu'ils vont être inutiles? Comment ils peuvent nous faire gagner du temps? Et puis, la liste de questions s'est allongée. On a petit à petit accompagné des gens, non plus dans l'utilisation d'outils. Finalement, la demande était devenue secondaire au profit d'une demande qui était plutôt on voudrait mieux réussir ça. Et on se dit que peut-être il faudrait réfléchir à notre projet, à notre îlot au trésor. N'apporter l'îlot au trésor, ça fait sur la culture numérique, ça tombe bien. Petit à petit, on était beaucoup plus en accompagnement, non pas technique, mais humain. Et de la même manière, toutes les personnes dites techniques, les services techniques qui nous accompagnaient dans les établissements pour justement sensibiliser à l'outil, comment on prend en main, comment on l'utilise, voire le former. On a appliqué nos méthodes et on les accompagnait, eux, justement, qui transforment même leur vision de comment on adresse finalement une demande de quelqu'un en établissement, un opérationnel ou un manager qui a besoin, qui a une question technique. Finalement, on va peut-être lui poser des questions avant de lui répondre de but en blanc. Peut-être lui dire, mais pourquoi tu veux faire ça? Au service de quoi? Et finalement, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant que tu fasses ça? Et puis ton collègue avec qui tu veux travailler ça, il utilise quoi? Donc, on a changé la mentalité aussi de ces acteurs. Et ce que ça m'apprend aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a lancé, finalement, ça a été réapproprié par les différentes structures du groupe. C'est-à-dire qu'on avait une structure centrale qui déployait un programme central. Aujourd'hui, ça s'est éclaté. Chaque structure a récupéré le portage au sein de son entité. Mais il en reste quelque chose. Et moi, je continue d'accompagner des projets, mais cette fois-ci, plutôt des projets qui intègrent des évolutions et des transformations. On rentre toujours par le côté numérique, mais on adresse toujours le sens, la vision et comment on peut faire mieux. Par contre, ça m'a beaucoup questionné sa posture parce que parfois, j'ai l'impression qu'il faut dépasser la demande et que déontologiquement, ça me questionne toujours un peu. Est-ce qu'il faut que l'intervenant ait lui-même une ambition d'apporter quelque chose au collectif? Est-ce que c'est entendable? Est-ce que c'est juste? Et en tout cas, on ne sait jamais où on les emmène. C'est juste qu'on a envie de les aider et de les accompagner sur le meilleur de leur chemin. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur cette histoire. Vous voyez, on a repris cette pratique digital prétexte. Je crois que c'était un bon nom pour vraiment remettre les choses à l'endroit. On a beaucoup appris aussi sur le côté hybride de l'accompagnement, parce que c'est une structure comme dans l'organisme de recherche publique où il y a des accompagnements qui se font avec un fonds informaticien et un coach d'organisation. On a trouvé ça super intelligent. Voilà. Donc, si ton témoignage, le débat. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Sylvie Boiliche. Je suis psychosociologue de formation et donc j'ai été pendant plus de 20 ans consultante coach interne.
au sein de la même organisation que Dominique. Et c'est vraiment intéressant qu'on témoigne toutes les deux parce qu'on a eu des vécus un peu différents et comme quoi ça dépend beaucoup de où est-ce qu'on se trouve dans l'organisation et à quel moment on intervient et pourquoi. Donc moi, depuis, voilà, j'ai quitté cette grande organisation, mais voilà, j'étais très contente de pouvoir revenir sur cette période-là. Déjà, bravo, Sophie et Jordan, d'avoir eu au bout avec ce livre. Moi, j'étais contente à l'époque de pouvoir effectivement avoir un lieu d'élaboration par rapport à ce qu'on vivait, qui était tout nouveau pour nous, intervenants internes, de pouvoir en échanger avec d'autres intervenants d'autres structures, c'était vraiment riche. Moi, là où j'avais envie de faire le focus, c'était comment j'ai pu vivre. Alors, d'où je pars, c'est que quand j'étais responsable d'un pôle qui était en charge du développement managérial et également de l'accompagnement du changement. Et donc, ce n'était pas spécifiquement du projet de la transformation numérique, hein, c'était de l'accompagnement de projet. Et il se trouve que, voilà, ce dont j'avais envie de vous parler, c'était justement comment ça a pu se passer sur un projet qui était digital. Comme vous disiez, je suis assez d'accord sur le fait que les fondamentaux du métier sont les mêmes et que du coup, voilà, cette position de tiers que je tentais de maintenir a pu être par moments empêchée par rapport à des enjeux. Alors pour être concret, j'étais dans une direction qui avait une feuille de route très précise, faire un 25% de productivité en 4 ans. Là, on était vraiment, par rapport à ce que tu décrivais, Sophie, c'était de l'automatisation, donc de la suppression d'emplois de postes. Et où le discours, c'était de dire, mais en fait, les personnes, elles ne vont plus faire ce qu'elles faisaient, c'était pas intéressant, elles vont faire des trucs à valeur ajoutée. Voilà, c'était le discours. Et donc, pour situer aussi, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Donc, dans cette direction, nous étions 2 coachs en charge d'accompagner le volet humain par rapport à ces projets de transfert digital. Et juste à côté de nous, il y avait une équipe d'une vingtaine de consultants en ligne, en excellence opérationnelle. Donc, ça donnait à voir aussi la disproportion dans les moyens qui étaient alloués. Je trouve ça intéressant aussi de voir au niveau organisationnel comment on se dotait de moyens. Et donc, voilà, moi, ce que j'avais envie de partager, c'était cette difficulté d'être dans cette posture tiers. Alors, c'est déjà le cas quand on accompagne le changement de l'interne, je trouve. Mais là, dans un enjeu de productivité avec des coûts à la clé qui étaient attendus, la feuille de route, c'était vraiment, on fait de la productivité, par contre, il faut essayer de limiter la casse quand même, et donc, essayons quand même de faire toujours de la qualité de service et faire en sorte de ne pas trop dégrader le travail. C'est vrai que nous, avec notre approche clinique, on allait questionner les opérateurs pour regarder concrètement ce qui allait se passer pour eux, puisqu'il faut s'adapter. Donc là, c'est vraiment un outil, comme tu disais, Jamal, c'est l'innovation push. Et donc là, concrètement, c'était, on en parlait, plus de relations clients, ça faisait un moment déjà, mais c'était de la spécialisation à outrance de tâches, de la perte d'autonomie, dans le sens où avant, on avait des choses à faire, mais on pouvait s'organiser comme on voulait. Donc là, les opérateurs, ils devaient faire A, puis B, puis C, puis D. Donc moi, j'alerte mon DRH en disant, il y a pour moi un vrai sujet, alors que parallèlement, dans les discours, on n'arrêtait pas de prôner l'autonomie comme étant un facteur d'épanouissement. On avait des superbes conférences là-dessus. Et à côté, on avait les projets digitaux qui entraînaient ce que je viens de décrire. Donc, c'est vrai que d'un point de vue éthique, moi, je n'étais pas vraiment à l'aise. Quand je parlais de position tiers empêchée, c'est que du coup, parce que la DRH, elle aussi, elle a sa préoccupation qui est il y a la peur des RTS. On est souvent, ce sont des commandes qui arrivent et là, c'est parce qu'il y a eu un droit d'alerte
par les organisations syndicales. Et donc, c'est comme ça qu'elle arrive, la demande. Donc, c'est pour dire que c'est aussi intéressant de voir à quel moment et qu'est-ce qui motive le fait qu'on vient chercher des coachs, c'est ça. Voilà, donc ça donne aussi le contexte quand je raconte ça. Et ce que je me disais là, en réfléchissant, qu'est-ce que j'ai, avec le recul, puisque maintenant ça fait plus de 3 ans, je me disais, c'est marrant parce que d'un point de vue systémique, je parlais d'une autonomie qui était de plus en plus réduite pour ces opérateurs, et moi, de ma position d'intervenant interne, je faisais le constat que j'en avais aussi de moins en moins en fait. On avait fini par me mettre un cabinet externe qui pilotait ce que je devais faire. C'est quand même le comble, parce que voilà, de mes 20 ans d'expérience d'accompagnement, je n'avais jamais vécu ça. Normalement, c'est d'ailleurs, on avait fait équipe à des moments avec Jara et Sophie, hein, on était en complémentarité et donc du coup, il y avait quelque chose qui s'élaborait ensemble. Et là, j'étais pilotée par un cabinet externe qui était vraiment là pour ne pas faire du coaching d'organisation, mais faire vraiment en sorte que ça s'adapte en bas et qu'on fasse le bon storytelling, qu'on rende l'histoire, voilà, on l'enrobe bien comme il faut pour que ça passe au niveau des instances. Et donc, moi, j'ai vu ça comme du comme si. Donc, c'est un peu contrasté. Alors, je fais un zoom hein, sur cet épisode. Je n'ai pas toujours vécu que ça. Je ne veux pas non plus donner un tableau trop noir de cette posture d'accompagnement interne. Mais en tout cas, voilà, sur le dernier projet Transfo Digital que j'ai vécu, c'était comme ça que je l'ai vécu. Parce qu'il y aurait eu d'autres options. Nous, par exemple, on faisait des alertes sur mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'actionner telle fonctionnalité d'outil pour dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas aussi entendre la réalité, enfin, les conséquences que ça peut avoir sur le travail et du coup, faire en sorte qu'on réfléchisse l'outil. Ça, c'est vrai que c'était pas vraiment entendu. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager, cette position de tiers empêché, ce reflet systémique, ce comme si, dans le cadre d'une feuille de route que je vous ai présentée, d'une version, il y avait 25% de productivité. C'était quand ça? Ça, c'était 2020, moi je suis partie en 2021, donc c'était 2018-2021. Okay. Donc je suis partie juste après. Merci. Voilà. Super Sylvie. Alors, je vois qu'il y a des interlocuteurs à distance qui nous ont. Alors, non, ils sont toujours là. On a envie de passer la parole. Donc, les personnes qui sont toujours là avec nous à distance et puis dans la salle. Voilà. Est-ce qu'il y a des. Voilà, qu'est-ce que ça évoque comme vécu chez vous, en tant qu'intervenant, comme commentaire, comme question? On va faire passer le micro. Bonjour, moi je suis consultante formatrice. En fait, ça y a quelque chose qui me fait vraiment écho, c'est quand tu parlais jamais de la capacité d'adaptation qui en fait est quelque chose de quasiment intégré, qui doit être intégré à tous les consultants et consultantes. En fait, moi je réalise que en tant qu'intervenante, on me demande de statistiques, par exemple, des licences papier, donc je dois payer 50 € par mois en fait, outils qui sont utilisés dans les entreprises dans lesquelles je travaille. Et on me demande aussi finalement de savoir utiliser ces outils de manière opérationnelle tout de suite, comme si en fait ce temps de monter en compétence n'était absolument pas considéré et ils ne sont pas intégrés dans mes compétences et dans mes prestations en tant que telles. Et donc en fait, ça me fait vraiment. Donc en fait, je paye 50 € de plus par mois. Plus du temps pour travailler, plus en tant qu'accompagnante, ça me pose vraiment question. Et en fait, l'enjeu pour moi, la question, elle est en fait comme si cette capacité d'adaptation, elle remettait, enfin, comme si le fait de compter finalement ce temps de formation et ces outils
allait mettre en danger la notion de capacité d'adaptation. Comme si, en fait, cette capacité d'adaptation, elle était dans l'imaginaire, on allait remettre en question le côté un peu fun et innovant du digital. Et comme si on allait remettre en question le fait que ça soit, pour moi, le digital, c'est un concurrent. Hein. Un concurrent au manager, c'est un concurrent au consultant. Et donc, du coup, pour qui? Pour l'intervenant ou pour le commanditaire? Pour le commanditaire. Le commanditaire, quoi, comme ça. Lui demander de reconnaître ce travail, ça viendrait comme désacraliser cette idée de exactement. rêve. Exactement. C'est comme si ça, et comme si ça mettait en danger le fait que, en fait, dans tout ce que vous dites, c'est que ça demande tant de réflexion en termes de poser la stratégie, pour monter en compétence sur les outils, pour comprendre ce qui se passe, pour se poser des bonnes questions sur est-ce que c'est vraiment efficace ou pas. Comme s'il y avait un vrai déni des entreprises et que nous, on est externe, donc en fait, on est un peu miroir de tout ça. Et moi, quand j'ai posé la question aux clients et au cabinet pour lequel je travaille, est-ce que je suis payée pour l'utilisation d'outils et qu'on me regarde de travers voilà, comme si je posais une question qui était interdite, quoi. Donc voilà, donc en fait, c'est ça que ça me fait quoi à ça. Directement en lien, je me prends la parole. Est-ce que vous voyez un effet là-dedans du Covid? J'explicite. Du fait qu'on a été tous le nez dedans, de manière imposée, raide et sans abrupte et obligatoire, non pas obligatoire, mais est-ce que vous pensez que ça a facilité ces attitudes-là? Est-ce que ça a augmenté le présupposé que, en fait, ça se faisait tout seul, parce que les gens le font tout seul, point? Je donnerai sa personne en particulier. C'est bien d'avoir la salle. On a pas mal parlé. Non, c'est une autre question, on va alimenter tout ça. Je m'appelle Diana, je suis étudiante encore en master 2 à l'Université Sorbonne-Paris-Nord en psychologie, dans une orientation clinique du travail et puis d'institution. Et en fait, j'ai vraiment pensé à la question de l'adaptation parce que j'ai eu la sensation que le fait de s'adapter aux outils, il y avait peut-être une manière du côté du métier de se conformer plutôt à l'outil que sur la pratique même de fait dans le réel. Par exemple, on prend un peu la question de l'emploi de Teams, ou par exemple de Zoom, mais encore c'est un autre outil collaboratif qui peut être utilisé. On s'adapte plutôt à l'outil pour pouvoir réaliser le métier, plutôt que l'outil soit un plus, en tout cas, l'outil soit un plus pour le métier. Comme si il fallait que l'outil prime presque sur le métier et sur la pratique à mener que l'inverse. Et peut-être que ça rejoint aussi derrière sur des questions un peu plus éthiques, sur comment penser le métier. Du coup, maintenant, si l'outil passe avant la manière de faire, de travailler, et peut-être pour plus loin sur les glissements qu'il peut y avoir sur la sécurité, comment je peux penser à la sécurité de mes données, quelles limites je peux avoir avec les gens avec qui je vais partager, par exemple, un Google Doc, si on travaille sur des outils tels que Google Drive, et petit à petit, je sens ça. Voilà. La question, la remarque que vous faites, c'est celle de l'évidence avec laquelle on travaille. C'est comment les recours aux outils ne sont pas questionnés ou difficilement parce qu'ils se présentent comme simples et évidents. Et donc, on oublie de poser des questions comme était. Oui. Des réactions? Questionnement adressé. Moi, je trouve que c'est une question très intéressante. Parce que ça pose la question de ce qu'on va faire tous les jours. Et, quel est l'objet du quotidien quand on travaille? Qu'est-ce qu'on veut faire avec qui? Pourquoi? On en revient à toutes ces questions-là. Et du coup, quelle est la place de l'outil dans tout ça? Et l'outil dans tout ça, soit il est mis en place par l'organisation parce que c'est son choix stratégique de déployer un outil, mais je crois qu'on oublie localement, et c'est plutôt un reflet de système, c'est un reflet du mode de fonctionnement, des modes de management, que localement, on oublie
la question de cet outil finalement qui arrive, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Comment je vais l'aborder au service de quoi? Et en fait, on déploie parce qu'on déploie. On est dans une urgence, on est dans la transformation permanente et on prend plus ce temps de la réflexion. D'abord, c'est riche d'avoir le temps de la réflexion. Je crois que c'est ça le problème. Et du coup, c'est l'histoire du chat qui se mord la queue parce qu'on a mis un an moins de temps. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Aziza, je suis formatrice consultante en travail social. Je voulais réagir là à ce qui est dit sur la question d'adaptation. Ce que ça m'évoque, c'est que je me demande si là, il n'y a pas un lien avec une forme d'invisibilisation du travail. C'est-à-dire en quoi, la question que ça me pose, c'est en quoi cette capacité d'adaptation qui serait quasi sur le mode injonctif, que ce soit auprès des consultants, auprès des externes, internes, des personnes qui sont là de l'organisation, en quoi il n'y a pas quelque chose d'une injonction qui nous passionne et qui pourrait accroître une forme d'invisibilisation du travail. Et je me demande dans votre recherche-action si vous avez rencontré ça et comment aussi ça vient peut-être en écho, en résonance avec la question de la reconnaissance du travail. Est-ce que ça l'accentue? Est-ce que ça l'exacerbe? Est-ce que c'est mis à jour? Est-ce que c'est questionné? Comment finalement cette question du digital, du numérique, alors pardonnez-moi, mais pour moi c'est toujours un peu confusant. Je ne fais pas bien l'expérience avec le numérique et le digital. Et si vous avez des éclaircissements, je vais voir le chapitre. Et voilà, comment finalement ça se répercute Tu rebondis. Tu me rebondis, tiens. Il y a des choses qui ça me parle. Moi, j'ai envie de dire par rapport à, on pourrait dire, l'invisibilisation du travail, c'est-à-dire c'est tout le temps que les gens passent à se dépatouiller des outils qui changent tout le temps et qui créent de l'inefficacité, ça dont je parlais. Tout ça, c'est du travail invisible, absolument. Alors, en même temps, ce qu'on a remarqué dans nos expériences, c'est qu'il y a un retour du réel, comme il y a un retour du refoulé au protagonisme. Alors, on va prendre l'exemple d'un collectif qu'on a accompagné, dont les tâches étaient des gestionnaires de commandes, hyper complexes. Et donc, en fait, donc ça a été automatisé, mais c'était une vraie catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, au début, l'idée, c'était de réduire de 20% les effectifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Des alertes répétées au CHSCT, des burn-out, des absences, etc. Et pourquoi? Parce que beaucoup de femmes dans ces services-là, elles disaient, mais attends, on ne s'occupe plus du client comme avant. On a des tas de savoir-faire sur comment on gère les commandes. Elles étaient en lien avec plein de pays différents. Elles avaient leur culture, leur pays préféré. Elles connaissaient comment ça se passait à la douane, comment ça se passait avec interlocuteurs en Argentine, en Inde, etc. Et bien tout ça, l'outil n'avait pas prévu. C'était A, B, C, D et ce n'était pas prévu. Donc, du coup, c'est revenu, parce que c'est en alerte, malheureusement, dans une souffrance. Mais du coup, ça fait réapparaître ça quelque part. Un deuxième exemple aussi. Oui, vas-y, pardon. Voilà, c'est juste rapidement. Peut-être juste deuxième chose, c'est que ce qu'on remarque, c'est que nous, on est en train de travailler dans une organisation en ce moment où les gens travaillent qu'à distance. Il y a s'est créé une sphère dans l'organisation régionale. Ils sont tous à distance, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est ça la réalité. Okay, mais ça ne les empêche pas. Donc, ils ont plein d'outils qui facilitent. Mais en fait, ils ont quelqu'un, on appelle ça un facilitateur, des usages, etc., qui sont là pour aider. Mais on s'aperçoit de quoi? C'est qu'en fait, les usagers deviennent experts. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une des personnes au téléphone tout à l'heure qui est là pour faciliter l'appropriation des outils, etc. Mais elle me dit, en fait, moi, ça me sert déjà à, quelque part, faire des remontées sur l'outil en disant que c'est trop compliqué, cette fonctionnalité et tout. Elle fait son rôle aussi de remonter des choses qui ne vont pas. Mais elle me dit, mais en fait, je m'aperçois que les gens qui me disaient, mais on ne connaît rien et tout, ils adorent ça, et ils sont plus doués que moi sur l'utilisation des outils. Donc, il ne faut pas croire, quoi. Il y a aussi ces rôles de... Ouais.
qui change. Les gens s'accompagnent mutuellement. Alors, ce que je voulais vous parler, ça c'est vraiment important, cette question de travail, de disparition de travail, c'est vrai. Quand on auto-automatise, par exemple, vous avez aujourd'hui un fait dans cette politique de l'appelez-nous digital total. Voilà. Un tel processus peut être vraiment digitalisé. En fait, en tant qu'intervenant psychique, on a une responsabilité aussi. Je parlais juste d'une situation d'intervention où comment rendre le travail visible, ce qui est possible aujourd'hui de rendre le travail visible, c'est par la grève. Mais c'est vrai par le conflit. On est intervenu récemment, comme quoi la conflictualité, c'est vraiment intéressant. Quand on va dans qui est notre approche, hein, qui est vraiment de chercher à avoir des accords, voir la conflictualité, et ben, là, on a un exemple. Imaginez un grand groupe, voilà, qui, avec une direction projet qui dépend directement de la direction générale et qui déploie l'ensemble des outils, je donne un exemple, RH, achat, mais pour tout le monde. Sauf un petit village gaulois. Ah, vraiment, c'est comme ça qu'ils sont perçus. Ils vont dire, bah, tiens, et bien, nous, on n'est pas d'accord. Ils vont faire grève pour deux choses, pour le salaire, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie question, mais c'est aussi parce que l'application en question les empêche de travailler pour de vrai. Et ils vont faire grève pour qui? Bon, je vais très vite, parce qu'il y a tout une d'intervention que ça va faire, on va essayer de voir comment ils font dans le réel. Mais en fait, imaginez une grande salle comme ça, pour l'intérieur des cercles. On a pu faire un grand cercle, derrière deux cercles, où il y avait des opérateurs concernés, la majorité africaine. Il y avait leur manager, deux personnes, au moins une, qui était en colère parce qu'en fait, tout le boulot qu'il faisait avant, quelqu'un qui était embauché pour ça, ben, c'est ce qu'il doit faire et qui l'ont empêché de faire plein de choses. Je ne raconte pas sur les achats aussi, parce qu'il y a plein d'achats à faire très techniques, je ne vais pas passer. Donc, imaginez un point, et nous, on a élargi le système. Là, on est allé dans le digital. On s'est rendu compte que nos interventions de change pour conflictualiser. Si on fait travailler, il y avait une direction du site, il y avait des managers, et il y avait des opérateurs. On aurait pu s'arrêter là. Et bien non, en fait, parce que dès qu'il y a une direction de projet en haut, il fallait monter là-haut pour voir la direction de projet, il fallait voir même les décideurs. Donc, on a mis en place vraiment un grand cercle comme ça pour rendre possible le travail. Alors, juste, je vous dis sur la visibilité et la visibilité. En fait, il y avait tout un débat autour de ça. Et puis, en fait, on donnait la parole à tout le monde. Et à un moment donné, on donne la parole à qui? Au RH. Par rapport à un cas de constat qui dit, vous savez, les applications ne peuvent pas impossible. C'est impossible. Et puis, on ne peut pas le faire parce que ça nous prend trop de temps. C'est presque une demi-journée, c'est impossible. Et en fait, et la RH, il arrête pas de dire, en fait, on ne peut rien faire. Donc, et on va vous expliquer, juste pour encore, vous savez, on va vous expliquer comment faire. Et en fait, les techniciens, toujours, j'ai encore la chair de poule, ils étaient assis là, tranquilles, qui leur dit, s'adresser à la direction, leur dit, est-ce que, messieurs, dames, c'est possible de venir voir comment on travaille? Et alors là, ils disent, oui, non, mais on sait tout ça. Et après, ça va. Ils disent, non, non, c'est pas possible, un éditeur, c'est impossible. Deuxième, alors après, on dit non, c'est-à-dire on va pas discuter des outils maintenant, ça y est, il faut les déployer. Et ces opérateurs, toujours hyper calmes, très stratégiques, nous montrent en tout cas. Deuxième, il revient à la charge pour dire, est-ce que c'est possible qu'on vienne maintenant juste nous voir comment on travaille? On demande juste ça, alors qu'on a fait des éléments. Deuxième fois, il répond. La troisième fois, il y a quelqu'un derrière, plutôt un décideur, qui va dire, on va essayer de voir. Et bien, c'est là où on a toute l'hypothèse, vraiment toutes les hypothèses qui veut dire, si on regarde le travail, comment il est fait, ça change tout. Et la négociation s'est jouée dans ça. Dans ça. Venez voir comment c'est. Voilà, c'était juste pour terminer. Et je pense que si on ne conflictualise pas, il y a un vrai problème par rapport à ça, franchement. Je ne veux pas parler de la retraite, hein, pas du tout. On parle vraiment, nous, c'est la première fois qu'on a une demande liée à un outil, à une grève liée à l'outil. C'est intéressant, c'est qu'il y a des destins où l'invisibilisation reste, ouais, et ça fait des tâches et du travail qui disparaît. Ouais. Là, juste avant de commencer à enregistrer, on a redécouvert où il y a une nouvelle appli de
intégré à Zoom qui permet de retranscrire l'intégralité de la séance dès la fin, ça reconnaît ce qu'on dit, ça fait toute la rétrospection tout seul. Voilà, donc il y a des mecs qui ont très bien bossé en développement pour faire ça. Et donc là, la personne qu'on aurait payé une demi-journée pour le faire si ça avait été nécessaire, c'est automatique. C'est un compte rendu. Donc c'est une invisibilisation non conflictualisée qui est en fait une automatisation réussie. Oui, ça fait beaucoup de mots de casse. D'autres réactions? Je sais pas, il est moins 10. Moins 10. Ouais. Ah, bah ouais, c'est en 10. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'intervenir. Oui, peut-être à distance, Romuald, Annabelle, Anastasia. Est-ce que vous avez. N'hésitez pas si vous voulez lever la main. Vous êtes déjà allé manger un coup là? Ils sont à l'apéro. Oui. Oui, Anastasia. Oui, voilà, coucou. Je vous ai suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais vous féliciter tous les deux, Sophie et Jamel, parce que c'est vraiment un ouvrage pionnier pour moi. Enfin, je n'ai pas lu tout. Il y a peut-être d'autres littératures hein, sur le digital et le numérique, mais je trouve que votre rapport est vraiment d'abord très riche, très nuancé sur un sujet très complexe et confus. Enfin, pour moi, en tout cas, il l'est. Et j'ai envie vraiment de vous dire bravo et merci pour cet apport parce que c'est très éclairant. À la fin, enfin, je me réfère à votre ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Il clarifie vraiment les choses dans la façon dont vous dressez des typologies, par exemple. Ça, je dis bravo parce que c'est pas évident. Et puis ensuite, vous remercier aussi pour votre sincérité dans votre interrogation en tant qu'intervenant psychosociologue et avec la clinique qui vous caractérise aussi. On voit bien toutes les ambivalences, les questionnements, à la fois l'attrait pour le sujet, de temps en temps un peu de rejet, mais ce qui est normal, hein, vu la complexité. Et vraiment bravo pour ce travail qui est pour moi pionnier. Voilà, vous avez débroussaillé quelque chose de très confus et de très complexe, je le redis. Et voilà, j'ai pas de questions plus que ça parce que je voulais aussi remercier les autres intervenants. C'était très riche, hein, j'aperçois Sylvie là parce que je vois pas tout le monde. Et merci aussi pour ton intervention. Romuald, que je ne connais pas, mais qui a posé des questions très intéressantes de la place où il est. Et voilà, merci en tout cas pour cette soirée très riche. Et on sent votre passion quand même. Et ça fait du bien par les temps qui courent. Voilà, c'était plutôt un retour de félicitations sur votre ouvrage et puis sur votre conférence. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. Merci. C'est quelque chose que je voulais dire aussi en début. J'ai oublié, donc merci d'avoir souligné cette originalité. Et vous le dites aussi, vous dites, ça manquait. On a regardé, il n'y avait pas. Donc, on s'est dit que ça valait le coup de le faire. Eh oui. J'en profite pour. Bon, voilà. Là, il y a Non, 2 minutes. Oui, ça fait pas comme c'est vrai que maintenant, j'ai encore autre chose. C'est peut-être pas nécessaire. Ouais. Ah, le management augmenté, c'est Romuald qui parlait de ça. Hein. Romuald. Effectivement, oui, c'est ça, ouais, j'ai employé cette expression qu'on emploie un petit peu moins, je trouve, aujourd'hui, mais voilà, elle est restée dans mon esprit aujourd'hui, malgré tout, quoi, parce que c'était cette promesse un petit peu qu'on. Ça désignerait quoi alors? Ça désignerait, voilà, pour moi, des potentialités nouvelles, parfois du gain de temps, hein, dont finalement, je crois que vous en parlez aussi dans l'ouvrage, hein, gain de temps véritablement ou pas, c'est parfois c'est parfois de l'ordre de la supercherie un petit peu ça, hein, on a bien compris. Hein. Oui. Non, mais c'est un peu. J'entends aussi un peu le prolongement de théoriciens sur les théories de la communication ou sur la technologie, qui est de dire que les technologies nous augmentent, nous prolongent. Marshall McLuhan, dans les années 50, disait déjà ça. Il disait les moyens de communication, c'est des prolongations. On parle plus loin, on saute plus fort, on sait c'est des prolongements. Donc, ça serait de voir en quoi les technologies prolongent le lien managérial. Ça, c'est une réflexion qui mériterait d'être poussée. Hein. Tout à fait. Je voulais juste dire là-dessus.
en fait, on en parle un peu dans mon ouvrage, c'est devenu, alors je ne sais pas si c'est lui, mais c'est venu de toute cette culture en Californie, où ils ont commencé à bidouiller leurs ordinateurs, etc. Les pionniers, ils disaient on va augmenter nos savoirs, on va diffuser nos savoirs, il y a tout cet imaginaire autour, on va devenir plus grand, plus apprenant, plus cultivé, plus savant, enfin tout ce qu'on veut. Donc, ils ont utilisé ce mot augmenter, qui est un mot de la technologie, mais qui est aussi approprié dans le langage, où il y a un de nos interlocuteurs qui est DG, qui disait, par exemple, nous, la relation client, elle est augmentée, c'est-à-dire que tous les canaux de connaissance du client, de lien avec les clients, ils se sont multipliés, tous les canaux se sont multipliés grâce au digital. Moi, je ne suis pas très... Enfin, je trouve ça intéressant de savoir qu'il y a des mots, en fait, le digital introduit des mots techniques dans l'humain et dans les relations. Et c'est ça qu'il faut interroger, en fait, d'une certaine manière. Donc, moi, j'étais pas... je trouve que c'était intéressant parce que ça s'inscrivait aussi dans une stratégie très métier, où le métier avait beaucoup d'importance dans la mise en place du digital. Donc, cette personne-là utilise le mot réalité augmentée, ça ne me dérangeait pas. À partir du moment où j'ai compris comment il pensait et que je trouvais que c'était intelligent de penser la transformation digitale. Par exemple, moi, je trouve que c'est très intéressant de voir comment, par exemple, l'intelligence artificielle, comment elle est utilisée, par exemple, dans les apprentissages. Et on peut dire, et c'est une façon d'augmenter quelque part cette capacité d'apprentissage. On l'a vu, nous, par exemple, dans un... C'est qu'il y a des personnes qui apprennent par exemple, je ne sais pas, quand il y a un bâtiment, pour vérifier la sécurité d'un bâtiment, c'est pas si évident que ça. Parce qu'en 3D, il y a plein de procédures, il faut lire. Et donc, le fait d'avoir, par exemple, une lunette 3D permet vraiment d'être dedans. Et là, il y a une autre forme d'apprentissage. Et il parle, oui, d'une espèce d'apprentissage augmenté. Voilà. C'est des mots qui viennent par rapport aux outils et qui permettent de. Voilà. Dans la formation de médecins aussi, de chirurgiens. Avec aussi un peu d'idéologie, parce qu'il y a le transhumanisme aussi derrière, chez certaines personnes, l'individu augmenté. Des passerelles. Non, on va être fou. Voilà, augmentation de la capacité d'apprentissage, d'accord, mais est-ce que aussi augmentation de la capacité de penser, ou souvent de penser à partir d'une logique déjà posée, ou de développer d'autres logiques et essayer d'ouvrir un peu les champs de la réflexion, bien totalement enfermé dans quelque chose de déjà préétabli. Alors, ce qui est clair vraiment, c'est que ce n'est pas du tout lié à la technologie. C'est les modes d'organisation, c'est les cultures d'équipe, c'est la façon de travailler. Voilà, donc on est vraiment, c'est pas l'outil, franchement. Qui empêche ça. Pas du tout. Et puis vous souvenez aussi qu'il y a des endroits où, à certaines conditions, ça permet à des paroles d'advenir. Ah bah oui. Vous n'allez pas jusqu'à dire que ça permet de la pensée, mais ça permet de la parole. Donc à partir de là, ça va. Presque à 8 heures, on est déjà à 8 heures. Oui, oui, vas-y, Dominique. Une question d'ouverture, finalement. Moi, il y a quelque chose sur lequel je réfléchis de plus en plus, c'est l'arrivée des ordinateurs quantiques. L'impact sur la data. Finalement, est-ce qu'il ne fait pas demain, tant qu'on ne sera pas prêt, un petit retour en arrière? Est-ce que finalement, on ne va pas commencer à avoir peur du tout numérique, du tout digital, et que ça ne va pas redonner de la place à l'humain? Maintenant, il y a aussi l'intelligence artificielle. Donc, du débat, je pense qu'on n'a pas fini mon affaire. Il va y avoir encore beaucoup de changements accompagnés. Mais si vous avez l'éclairage, je suis preneur. Juste à dire, on a une intention. C'est vraiment un vrai projet parce que je trouve que c'est nous, ça ouvre vraiment des questions. Du coup, on a le désir, je ne sais pas si on arrivera à le faire, de croiser les regards sur plusieurs disciplines sur le digital. Des entrepreneurs, des philosophes, qui pensent à ça, qui les ergonomes. Mais je pense que c'est vraiment fondamental. Ah oui, vision éthique. Et je pense que, en tout cas, nous, on invite vraiment nos collègues institutionnels à ouvrir le débat là-dessus, à mettre en question tout ça et à interroger même nos pratiques à nous par rapport à l'utilisation du digital dans notre travail aussi. Et il y a aussi la dimension de l'écologie, c'est-à-dire qu'en fait, ça en fait très concret.
très très concret dans 10 ans, est-ce que je vais faire autant de digital sur le plan de Bien l'énergie? sûr, non. Et qui pour moi, et pour l'instant, parce que c'est les chercheurs disent que dans 5 ans, ça va être le facteur le plus polluant au monde. Exact. Et donc, pour moi, il y a vraiment ce créatif-là. C'est une ouverture aussi. Merci. Merci. Donc, une façon de rentrer dans les termes du débat, c'est de rentrer dans le bouquin. Ça permet de partager des référents communs et ça aide à se parler si on continue d'avancer dans ça. Il y a donc quelques exemplaires là. Merci aux chers amis à distance. Merci à vous. Merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup. Au revoir. Conférence. Au revoir, salut. Au revoir. Bravo. Bravo à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.